Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire qui vous est présenté par Juliette Bobo, chargée de mission, et Olivier Perroux, directeur de l'association Trajectoire. On va procéder de la manière suivante. En fait, on va d'abord vous faire la présentation des résultats de l'étude. On vous demandera de bien désactiver l'ensemble de vos micros afin de ne pas gêner la compréhension des uns et des autres. On gardera pour la fin un temps d'échange et donc de questions-réponses avec les participants. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos questions et on tâchera d'y répondre. D'y répondre. Voilà, donc je vais laisser la parole à Madame Bobo et Monsieur Perroux et on se retrouve à la suite de la présentation. Très bien, du coup, bonjour à toutes et tous. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais faire une petite présentation de l'association Trajectoire. Alors, l'association Trajectoire, c'est une association maintenant qui a plus d'une dizaine d'années et en fait qui va travailler à la fois, enfin, en gros, l'idée c'est d'utiliser à chaque fois des recherches-actions, si vous voulez, par rapport à des phénomènes ou des populations pour lesquelles l'accompagnement social classique est mis à mal et en difficulté. Et le but de ces recherches, ce n'est pas des recherches pour faire des recherches, c'est justement de pouvoir aider, accompagner les professionnels, parfois même coordonner les acteurs pour tenter de trouver en fait des solutions, d'innover dans les pratiques et de faire en sorte que les accompagnements proposés fonctionnent. Alors, on est présent un peu dans différentes régions du territoire que vous pouvez voir sur la carte. Donc, je ne vais pas détailler. Je vais juste vous dire par rapport à la question des mineurs victimes d'exploitation et de la traite des êtres humains en général. En fait, on a sorti plusieurs outils qui sont inspirés de nos études. Un des outils qui a été financé par la Fondation Porticus, qui finance aussi cette recherche, c'est un guide pour les intervenants en bidonville, mais pas que, aussi auprès des mineurs non accompagnés, qui donc du coup donne des outils, des listes d'indicateurs, des fiches par exemple pour réussir et faire en fait un signalement auprès du procureur de la République, enfin différents outils qui sont là. Alors ce guide, alors je sais pas, peut-être Séverine, tu peux juste le montrer à l'écran, mais on peut le télécharger sur notre site, voilà, directement, c'est gratuit. Et donc voilà, ça peut être un bon support. C'est aussi un support qu'on utilise lorsqu'on donne des formations sur ces sujets. On a aussi donc toujours sur la traite des êtres humains, donc on a développé une expertise entre autres sur les bidonvilles, et là donc il y a aussi donc des capsules vidéo qui ont été produites, alors là qui ne sont pas téléchargeables mais qu'on utilise comme support de formation, et ça a été avec le soutien notamment de la DIAL et aussi donc de la MIPROF. Donc l'idée vraiment, c'est à chaque fois de permettre aux acteurs d'être le plus outillés, le plus équipés possible, et en se basant toujours sur des constats qui sont issus des situations qu'on rencontre, puisque nous, notre vocation, c'est vraiment aller sur le terrain, rencontrer donc les personnes et analyser finalement les modes d'exploitation et autres. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet sur cette recherche. Alors, cette recherche, elle concerne vraiment donc l'exploitation sexuelle des mineurs. Et si on a proposé ça justement à la Fondation Porticus, c'est que le phénomène en fait ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire
c'est pas un phénomène qui est complètement nouveau. Ça existait, mais dans une proportion assez limitée. Et là, quand on regarde les différentes sources qu'on a, qui sont des estimations assez, bon, j'allais dire, qui sont pas très très précises parce que c'est très compliqué à comptabiliser, vu que la plupart, enfin, une grosse partie de cette activité, en tout cas, se passe en ligne. Donc, du coup, on a quand même des informations assez partielles sur le nombre de mineurs que ça concernerait. En France, voilà, si on prend différentes sources, donc on a l'OCRET qui parle effectivement de 7 à 10 000 mineurs, même plus. Et c'est la fourchette basse, c'est-à-dire qu'ils vont faire des fourchettes hautes et fourchettes basses, qui seraient dans l'exploitation sexuelle. Dans le plan de lutte alors, contre la prostitution des mineurs, le chiffre qui semble être plus conforme à la réalité serait aux alentours de 20 000 mineurs. Et l'ensemble des acteurs, notamment ceux qui travaillent donc, à l'aide sociale à l'enfance, font un constat que ce phénomène ne cesse de se développer. Ce qu'on observe, c'est qu'aussi il y a un rajeunissement de l'âge des victimes. On est sur des moyennes dans les foyers qui sont aux alentours de 13-14 ans, mais il est courant d'avoir des situations où des jeunes filles qui commencent cette exploitation sexuelle vers 12 ans. Donc on est vraiment sur une dynamique de rajeunissement. Et on a en fait des professionnels qui se sentent de plus en plus impuissants. L'aspect nouvelle technologie, et notamment enfin, le fait que alors, c'est présenté toujours comme des services, ces services sexuels soient accessibles, pas dans le dark web de façon très complexe, mais sur des sites que tout le monde connaît, Mime, OnlyFans, etc., facilite finalement le fait qu'on a des profils de clients qui peuvent être extrêmement larges et pour qui c'est comme ça qu'ils les nomment, ces services sexuels sont accessibles dès qu'ils en ont envie et dès qu'ils le souhaitent à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit. Donc, ce contexte, tous les professionnels le connaissent. Nous, ce qu'on a souhaité regarder, c'est de voir si dans d'autres pays européens, on était sur un phénomène qui était similaire. Et donc, l'étude qu'on a proposée, qui est plutôt une recension, c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas fait une étude de terrain dans chaque pays, c'est vraiment une recension des pratiques et de ce que perçoivent les professionnels. L'objectif principal, c'est de voir si on est sur un phénomène plus global qui touche différents pays d'Europe, mais toujours dans cet objectif d'essayer de trouver aussi des pratiques qui vont permettre aux professionnels de mieux prendre en charge, prévenir et lutter contre ce phénomène. Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est bon, vous m'entendez? C'est parfait, on t'entend. Ok, super. Donc, concernant la méthodologie qu'on a utilisée pour cette étude, comme l'a dit Olivier, c'est une recension. Donc, on n'est pas allé dans chaque pays pour faire une recherche par pays. Mais on a sélectionné donc 9 pays en Europe, dont la France, qui nous semblaient pertinents au regard de leurs caractéristiques économiques, sociales et politiques, et notamment leur politique en termes de lutte contre la traite des êtres humains. Donc pour ça, on peut voir qu'il y a en fait 4 groupes de pays. D'abord les pays qu'on a dit d'Europe du Nord, donc le Royaume-Uni et les Pays-Bas, où là on est sur un groupe de pays avec une connaissance du phénomène d'exploitation sexuelle des mineurs qui est assez approfondie et une politique de lutte contre la traite qui est développée. On a ensuite les pays d'Europe de l'Ouest, donc la France, la Belgique et l'Allemagne, où on est sur des constats assez similaires en termes d'exploitation sexuelle des mineurs et une politique de lutte contre la traite des êtres humains qu'on a dit plutôt en développement. Les pays d'Europe du Sud, donc là l'Italie et l'Espagne, où il y a très peu de données concernant l'exploitation sexuelle des mineurs et aussi une politique de lutte contre la traite des êtres humains qui est plutôt en développement.
Et ensuite, le quatrième groupe de pays, c'est les pays d'Europe de l'Est, donc la Bulgarie et la Roumanie, où là, les constats concernant l'exploitation sexuelle des mineurs sont très anciens, mais une politique de lutte contre la traite des êtres humains qui est assez inefficace. Donc, l'étude, elle s'est menée en 2 parties. Donc, la première phase de l'étude, ça a été une revue de littérature. Donc, on s'est appuyé sur toute la littérature et les données disponibles existantes. Donc, c'est-à-dire les articles de recherche de diverses disciplines, sociologie, psychologie, droit. On s'est aussi appuyé sur les rapports institutionnels et associatifs de ces dernières années, les plans stratégiques qui existaient, les textes de loi, mais aussi les articles de presse locale et nationale, parce que dans certains pays, les articles de recherche étaient très limités, donc on a dû diversifier les ressources. Donc, après cette première phase, ce qu'on a constaté, c'est que l'existant au niveau européen était très hétérogène d'un pays à l'autre, et parfois des pays, les données étaient très limitées. Donc, on n'a pas pu faire une comparaison exacte de chaque pays. Et on a voulu compléter cette première phase par des entretiens auprès d'acteurs qu'on a identifiés lors de cette première phase comme étant des acteurs intéressants, spécialisés, qui connaissaient bien la thématique, pour aller vérifier un peu ce qu'on a lu. Donc, on a mené des entretiens presque dans chaque pays de l'étude, sauf en Allemagne où on n'a pas pu trouver d'acteurs prêts à échanger avec nous. Donc ça, c'est pour la méthodologie. Et la première question qui a animé l'étude, c'est la définition des termes. Donc nous, on a choisi de ne pas utiliser le terme de prostitution des mineurs, même si c'est un terme qu'on utilise beaucoup en France, par exemple. Lorsqu'on a interrogé les différentes personnes avec lesquelles on a mené des entretiens, la plupart n'utilisent pas le terme de prostitution et ont abandonné ce terme volontairement depuis un certain nombre d'années. Et elles utilisent celui de l'exploitation sexuelle. Donc, je vous ai mis une verbatim d'une professionnelle anglaise qui nous dit que l'exploitation sexuelle des enfants, c'est ainsi que nous l'appelons au Royaume-Uni. Il y a eu beaucoup de travail accompli il y a 20, 30 ans, à une époque où les enfants victimes d'exploitation sexuelle étaient considérés comme des enfants prostitués et, d'une certaine manière, tenus responsables de leur propre exploitation. Heureusement, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le fait de reconnaître les enfants comme des victimes. Donc, ce changement de terminologie, en fait, c'est pas un simple changement de terminologie, mais ça témoigne vraiment d'un changement de regard sur ce phénomène et du fait que les mineurs ne peuvent consentir à une relation sexuelle en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération ou d'un avantage, et qu'ils et elles sont bien victimes de proxénétisme et de violences sexuelles. Donc, c'est une terminologie qui défend une approche centrée sur la protection et sur l'accompagnement et qui n'est pas stigmatisante. Ensuite, au-delà du fait qu'on utilise le terme d'exploitation sexuelle, on a remarqué en échangeant avec les différents acteurs que parfois on avait une définition restrictive de ce qu'est l'exploitation sexuelle et parfois une définition un petit peu plus large. Donc, par exemple, en Italie, en Espagne, en France et en Belgique, on a plutôt une définition assez restrictive de l'exploitation sexuelle et on pense uniquement à l'exploitation sexuelle à des fins de prostitution. Sauf pour certains acteurs un peu plus spécialisés qui élargissent un peu la définition. Mais dans d'autres contextes nationaux, et notamment au Royaume-Uni, en Roumanie, en Bulgarie, en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est une définition un peu plus large de l'exploitation sexuelle qui inclut notamment tous les phénomènes qui se passent en ligne et qui ne relèvent pas nécessairement de la prostitution dans son sens classique, puisqu'il n'y a pas l'élément de contact physique direct. Donc en ligne, il y a plusieurs phénomènes. Et avant ça, la définition de l'exploitation sexuelle globale à des fins commerciales, c'est le fait, c'est toute activité qui permet de tirer profit monétaire ou en nature de la réalisation d'un acte sexuel
impliquant un enfant. Donc, il peut s'agir de prostitution, mais aussi de création de contenu d'abus sexuels sur mineurs, par exemple, qu'on appelait autrefois pornographie infantile. En ligne, donc sur le schéma qu'on vous a mis, dans la bulle en ligne, on a des phénomènes, par exemple, qu'on appelle de grooming. Et donc là, c'est le fait de entrer en contact avec un mineur en ligne via les réseaux sociaux, par exemple, ou par exemple sur des chats de jeux vidéo, et de créer une relation de confiance avec la mineure ou le mineur pour ensuite obtenir de sa part des contenus à caractère sexuel ou alors de l'exploiter sexuellement en ligne ou bien dans la vie réelle. Et donc pour ça, les prédateurs utilisent différentes techniques. Certains contactent un maximum de mineurs en se disant qu'ils vont réussir à en capter une ou un dans la masse de mineurs contactés. Et d'autres utilisent une technique qui est appelée le hawking, qui fait référence au faucon. Et donc là, on cible vraiment les mineurs qui sont les plus vulnérables pour ensuite les exploiter. Ensuite, la sextorsion, c'est le fait de faire chanter une personne en la menaçant de divulguer du contenu intime ou à caractère sexuel pour obtenir encore plus de contenu ou alors de l'argent ou de l'exploitation sexuelle. Et ensuite, on a aussi le live streaming ou camming. Donc là, c'est la diffusion en direct de contenu vidéo d'abus sexuels sur mineurs, où les personnes qui assistent à cette diffusion peuvent aussi demander en direct que des actes soient réalisés sur les personnes qui sont filmées. Donc c'est une pratique qui a été beaucoup répandue en Roumanie il y a quelques années et maintenant qu'on voit plus dans les Philippines. Et il y a un dernier phénomène qu'on n'a pas mis sur le schéma, mais qui est aussi en augmentation, c'est ce qu'on appelle les deepfakes. Donc ça, c'est des contenus vidéo, des images qui sont générées par l'intelligence artificielle et on peut superposer et manipuler les images. Donc utiliser le visage d'une personne qui est bien réelle sur des vidéos qui sont créées par l'intelligence artificielle. Et c'est des contenus qui, une fois diffusés très largement, par exemple à l'école pour les mineurs, peuvent ensuite entraîner un risque d'exploitation sexuelle par la suite. Les acteurs qu'on a rencontrés, la plupart donc avaient une définition assez large de l'exploitation sexuelle, incluant les phénomènes en ligne, et trouvaient plus pertinent d'élargir la définition de l'exploitation sexuelle, parce qu'en fait, les frontières entre les phénomènes en ligne et l'exploitation dans la vie réelle sont très poreuses, et on voit qu'aujourd'hui, l'exploitation sexuelle de plus en plus se fait par une entrée avec d'abord des activités en ligne. Les pays qui ont adopté une définition assez large de l'exploitation sexuelle, ça a permis aussi un impact sur les actions de prévention, puisque dès les phénomènes en ligne, il y a des actions qui peuvent être menées pour prévenir ensuite le fait que cette exploitation se passe aussi dans la vie réelle. Et ça permet aussi de ne pas minimiser toutes les agressions qui sont commises en ligne, parce que les impacts, notamment psychologiques, pour les victimes sont bien réels. Voilà. Ensuite, la deuxième question qu'on s'est posée dans cette étude, c'était de savoir si le phénomène qu'a décrit Olivier en France était le même dans d'autres pays, notamment au niveau de son ampleur. Donc, ce qu'on peut constater au niveau européen, c'est qu'on est effectivement face à un phénomène qui est en augmentation dans toute l'Europe. Mais la question est particulièrement complexe parce que, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, les données disponibles au niveau européen, elles sont très limitées et peu fiables, pour plusieurs raisons. Et donc ça, on n'a pas pu mener des comparaisons entre pays parce que les données étaient vraiment très hétérogènes et peu fiables. Pourtant, disposer de données fiables, c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui va déterminer ensuite les politiques publiques qui sont menées et les moyens qui sont mis à disposition. Donc, il y a vraiment à ce niveau-là
une amélioration à apporter dans tous les pays. Donc, il y a des pays qui sont un peu plus en avance que d'autres au niveau de ce recensement des situations. Mais globalement, tous les pays sont d'accord pour dire que au niveau des chiffres, on n'a pas de données fiables. Donc en France, en Belgique et au Royaume-Uni, le nombre de victimes repérées, il augmente. C'est une augmentation qui est aussi due au fait qu'il y a une amélioration du repérage des victimes d'exploitation sexuelle, qui a pu être possible grâce à des actions de formation auprès des professionnels, notamment de la protection de l'enfance. Aux Pays-Bas, les acteurs voient une augmentation du phénomène, mais par contre, les chiffres baissent. Et les chiffres baissent parce qu'en fait, il y a récemment une nouvelle mesure qui est passée qui demande à tous les acteurs qui recensent ces situations de demander l'accord des victimes pour qu'elles entrent dans le système de référencement. Et donc, il y a eu une baisse importante du nombre de victimes recensées, mais notamment due à cette nouvelle mesure. En Bulgarie et en Roumanie, le nombre de victimes augmente aussi. Et là, ce qui peut expliquer l'augmentation du nombre de victimes, c'est le fait que le pays adopte une définition large de l'exploitation sexuelle, et notamment toutes les victimes de diffusion non consensuelle de contenu à caractère sexuel sont comptabilisées comme des victimes d'exploitation sexuelle. En Italie, en Espagne et en Allemagne, là, le nombre de victimes baisse. Et en Italie, par exemple, le système de référencement ne comptabilise pas les Italiens et les Italiennes et les mineurs. Donc, en fait, on ne peut pas du tout s'appuyer sur ces chiffres pour dire que le phénomène n'existe pas en Italie. Et quand on creuse un peu au niveau des acteurs et au niveau de la presse locale, par exemple, il y a très régulièrement, que ce soit en Espagne ou en Italie, des articles de presse qui concernent des affaires d'exploitation sexuelle de mineurs. Et au niveau de même des films et des séries qui sont inspirés de faits réels dans ces pays, on voit que le phénomène existe. Donc, pourtant, au niveau européen, il y a un cadre juridique qui impose aux pays d'avoir des mécanismes de repérage et d'instaurer des systèmes de référencement des victimes d'exploitation sexuelle et de traite des êtres humains. Mais ces systèmes de référencement, ils sont très hétérogènes, et quand ils existent, ils sont aussi très peu connus des acteurs qui accompagnent les victimes mineures d'exploitation sexuelle. Donc le GRETA, qui est l'organe chargé de surveiller la mise en œuvre de la politique de lutte contre la traite des êtres humains dans chaque pays, observe des manquements dans plusieurs pays dans le recensement de ces situations. Donc, par exemple, dans la dernière évaluation de l'Allemagne, le GRETA montrait que l'ampleur, les chiffres reflétaient absolument pas l'ampleur réelle du phénomène de la traite en Allemagne. Donc, c'est des systèmes qui, en plus, ne sont pas harmonisés au niveau de la législation. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs définitions de l'exploitation sexuelle. Et ce que nous expliquaient les acteurs aussi, c'est qu'au niveau de la qualification des infractions, dans certains pays, il y a des situations d'exploitation sexuelle qui sont qualifiées plutôt d'abus sexuels de mineurs, et donc qui n'entrent pas dans le référencement. Au niveau des bonnes pratiques, au Royaume-Uni, c'est les autorités locales, donc plutôt au niveau de ce qu'on appelle en France l'aide sociale à l'enfance, qui renseignent le mécanisme de référencement national, NRM, ce qui permet d'être au plus proche des victimes et d'avoir ensuite une meilleure protection, puisque ce recensement est suivi ensuite d'actions. La question de la traite, en fait, elle est systématiquement abordée pour toute évaluation de mineurs en danger. Donc, ça permet d'avoir un repérage systématique de ces situations et d'agir aussi en amont, d'agir en prévention, dès aussi qu'il y a des repérages de signaux faibles. Et c'est d'autant plus intéressant quand on connaît le profil des victimes d'exploitation sexuelle. Et donc, je vais y venir tout de suite. Donc, c'est la troisième un peu question qui a guidé l'étude. Comment s'organise cette exploitation? Donc, on est face à
une exploitation qui est protéiforme. Au niveau du profil des victimes, vous allez voir que ça diffère peu de ce qu'on observe en France. Les profils des mineurs sont multiples, mais des caractéristiques communes, dont la première est le fait que c'est très, très majoritairement des filles qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Donc ça, on le voit dans la littérature scientifique, mais aussi dans les données statistiques disponibles. Donc cette prédominance des filles, ça traduit un manque de repérage des garçons et des mineurs transgenres, effectivement. Mais ça traduit aussi et surtout le fait que ces violences sexuelles, puisque l'exploitation sexuelle, c'est une violence sexuelle, s'inscrivent aussi dans un système de domination patriarcale qui est caractérisé par la marchandisation et l'objectification des corps féminins et des dynamiques de contrôle et de violence dès l'enfance. Donc on l'observe aussi, même si ce n'était pas une question qu'on a creusée dans l'étude, lorsqu'on s'intéresse au profil des auteurs de proxénétisme et aussi de recours à la prostitution des mineurs, puisque c'est très majoritairement des hommes dans les deux cas. Les données et les entretiens menés permettent aussi de voir qu'il y a effectivement un rajeunissement de l'âge des victimes, donc une entrée dans l'exploitation qui se fait de plus en plus tôt, et donc une moyenne d'âge actuellement autour de 13-14 ans des mineurs. Ce qui a aussi été une des choses qu'on a creusées, c'est qu'il y a quelques années, l'exploitation sexuelle des mineurs concernait très majoritairement des victimes étrangères. Et on a vu un basculement en France et qu'on observe donc aussi dans d'autres pays, du fait qu'aujourd'hui, on est très majoritairement face à des victimes qui sont nationales. Ça, par contre, en Roumanie et en Bulgarie, c'est quelque chose qui a toujours été le cas. Donc, c'était déjà auparavant plutôt des mineurs nationales. Les victimes roumaines et bulgares, particulièrement celles qui appartiennent à la communauté rom, sont exploitées dans la quasi-totalité des pays étudiés, même si elles sont beaucoup moins repérées que les autres. Le dernier rapport d'Europol sur les groupes criminels les plus menaçants confirme ça et montre que concernant l'exploitation sexuelle, les groupes sont principalement roumains et bulgares en Europe et ils opèrent en France et en Allemagne très majoritairement. Donc la Roumanie, c'est l'un des pays qui présente la part de victimes mineures de traite la plus importante. On est sur 51% des victimes mineures en 2023 et la majorité sont exploitées sexuellement en Roumanie, mais aussi en Europe de l'Ouest. Donc, ce sont des victimes qui sont bien souvent d'abord exploitées dans leur pays d'origine et ensuite déplacées dans d'autres pays, notamment en raison des contrôles aux frontières qui rendent le passage des mineurs plus compliqué. Donc, pour essayer de passer quand même, donc les exploiteurs utilisent des fausses autorisations de sortie du territoire ou alors trompent les parents en leur disant que ils emmènent les jeunes en voyage, par exemple, et puis qu'il y aura un retour ensuite en famille, et donc leur font signer ces autorisations de sortie du territoire. On entend parfois que l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un phénomène qui touche tous les mineurs, sans considération de classe sociale ou de parcours de vie. Ce que la recherche montre, c'est qu'il y a des caractéristiques communes, même si les profils sont variés, et que cette violence, elle touche de manière disproportionnée certains mineurs, et notamment les mineurs qui ont des vulnérabilités préexistantes. Les réseaux vont cibler ces victimes et se servir de leur vulnérabilité pour les exploiter et maintenir l'exploitation. Donc au niveau de ces vulnérabilités préexistantes, bien sûr, il y a la question de l'environnement familial fragilisé, voire dysfonctionnel, l'exposition à des violences durant l'enfance, notamment à des violences sexuelles. Donc nombreuses ont été victimes d'inceste durant leur enfance et donc des événements au potentiel traumatique important durant leur enfance.
Il y a aussi, au terme de vulnérabilité, la question de la précarité économique, des troubles psychologiques et psychiatriques. Ce que les acteurs observent et la recherche, c'est aussi des mineurs qui présentent une déficience intellectuelle et des parents issus de l'immigration ou l'appartenance à une minorité culturelle ou ethnique. Donc on voit une très grande majorité de victimes nationales, donc par exemple de victimes françaises en France, mais quand on regarde les parcours, on voit aussi beaucoup de mineurs dont les parents sont issus de l'immigration. Enfin, la dernière caractéristique commune qu'on retrouve dans la très grande majorité des pays qu'on a interrogés, c'est le fait que ces mineurs soient confiés à la protection de l'enfance. Donc, il y a une étude notamment des chercheuses Proya Loey et Deken qui montre que être dans le système de protection de l'enfance double le risque d'exploitation sexuelle. Et donc ça s'explique d'une part parce que les mineurs confiés présentent des vulnérabilités, de multiples vulnérabilités, mais aussi parce que, et donc ça Olivier va y revenir, les exploiteurs ciblent les structures de protection de l'enfance. Et donc les constats qui sont faits en France, mais aussi dans d'autres pays européens, de dégradation des conditions d'accueil dans la protection de l'enfance et du manque de moyens, sont particulièrement alarmants quand on sait que de l'autre côté, les réseaux criminels ciblent particulièrement les foyers de protection de l'enfance. Oui. Donc, en fait, on ne peut pas détacher la question de l'exploitation sexuelle des mineurs de la partie, on va dire, criminelle et recrutement. C'est pour ça qu'à chaque fois, on s'intéresse aux deux, parce que finalement, il y a des techniques qui vont faire basculer ces personnes dans l'exploitation sexuelle. Et donc, ce qu'on a cherché à recenser dans l'étude, c'est aussi, du coup, les processus qui sont mis en place, une sorte de stratégie, si vous voulez, pour faire passer une personne qui a des vulnérabilités, comme ça a été expliqué, à donc une personne qui se retrouve exploitée sexuellement. Alors, la méthode qui était assez connue et dont on entendait parler dès les années 90, que ce soit en Roumanie, en Bulgarie, puis un petit peu plus tard aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelait le loverboy. Donc le loverboy, bon, il y a plusieurs déclinaisons, mais on était sur, en fait, une sorte de séduction amoureuse qui se mettait en place envers des jeunes filles, avec un garçon souvent un petit peu plus âgé qui en mettait plein à la vue, qui venait la chercher avec une voiture, qui lui faisait des petits cadeaux, et ça crée une emprise amoureuse. Et de cette emprise amoureuse, du coup, il y avait une transformation en exploitation sexuelle, avec souvent une emprise très forte, c'est-à-dire que même au bout de 2 ans d'exploitation, il y avait toujours cette emprise amoureuse qui agissait. Donc les jeunes filles disaient oui, mais après on va se marier et donc on pourra s'installer ensemble. Donc ces méthodes n'ont pas complètement disparu, mais on voit bien que ces méthodes nécessitent beaucoup de temps et ça va concerner un nombre limité de victimes, avec en plus une certaine vigilance des parents, puisque du coup, ce jeune homme était aperçu par la famille et donc c'était plus facile de l'identifier. On va dire, on est passé de ces formes qu'on pourrait qualifier d'artisanales à des formes quasi industrielles à travers l'utilisation des nouvelles technologies qui vont, alors comme ça a été décrit au début, qui vont profiter, qui vont créer des approches rapides pour cibler effectivement des personnes qui ont des profils vulnérables. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est très facile de voir les vulnérabilités des uns et des autres, et en tout cas de rentrer en contact, parce que souvent, tout est affiché, les centres d'intérêt et autres. Donc, du coup, ça facilite, si vous voulez, les modes d'approche. On peut avoir aussi des échanges de contenu
par exemple des images dénudées qui vont faciliter après donc le chantage, et les nouvelles technologies semblent moins engageantes, c'est-à-dire que vous déshabillez devant une personne, c'est beaucoup plus engageant que faire une photo quand vous êtes juste avec votre téléphone. Donc du coup, ça favorise aussi le basculement et du coup les rapports marchands. Et puis c'est invisible. Effectivement, ça se passe dans la chambre à coucher, donc c'est pas forcément dans des lieux qui peuvent être repérés par les adultes. Donc en termes de prévention, c'est beaucoup plus difficile d'agir. Après, quand on creuse, et c'est ce qui a été fait sur le profil des victimes, c'est qu'à chaque fois, donc, les recruteurs vont exploiter des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités, elles peuvent être liées à un contexte culturel, mais aussi elles sont liées tout simplement à des jeunes qui ont des problématiques. Alors, il y a, dans les vulnérabilités, il y a les foyers de l'enfance. Donc, les foyers de l'enfance, alors, maintenant, c'est vraiment, enfin, en France, on voit que c'est une très grande partie des jeunes filles qui sont recrutées étaient dans des foyers de l'enfance, mais elles n'étaient pas placées parce qu'elles étaient exploitées sexuellement. C'est dans le foyer de l'enfance qu'elles ont été recrutées. Donc en fait, le recrutement a lieu à ce moment-là, mais ce n'est pas la raison du placement. Donc ça, c'est un premier point. Et si on fait la comparaison avec la Roumanie, moi, j'étais très frappé parce qu'il y a plus de 10 ans maintenant, la Roumanie voilà, a indiqué que après les Loverboys, justement, les recruteurs et les trafiquants s'étaient tournés vers, alors, ils appellent ça, enfin, ils appellent ça souvent des orphelinats, mais qui ressemblent en fait à des foyers de l'enfance. C'est pas nécessairement des personnes orphelines, mais où le rapport avec la famille est distant. Et en fait, ce phénomène qu'on pouvait penser propre aux difficultés de la Roumanie avec la protection de l'enfance, et 10 ans plus tard, on constate qu'on a exactement le même phénomène en France et dans d'autres pays d'Europe. C'est-à-dire que là, il y a un réservoir de mineurs qui ont des vulnérabilités, et c'est ce réservoir qui est ciblé avec la protection de l'enfance qui se retrouve en première ligne face vraiment à des groupes qui ont des stratégies pour tenter de recruter ces mineurs. Et une grande partie des jeunes filles qui sont recrutées, souvent le sont par d'autres jeunes filles qui sont présentes dans ces foyers. Donc il y a un système de rabatteuses qui est parfois une stratégie pour ces jeunes filles de espérer sortir de l'exploitation sexuelle en s'élevant. Alors ça, c'est quelque chose qui est très classique dans l'exploitation sexuelle, y compris adulte, en s'élevant un petit peu dans la hiérarchie et donc du coup en recrutant à leur tour d'autres jeunes filles. Alors il y a aussi d'autres vulnérabilités qui sont liées notamment à la consommation, on va dire, de toxiques. Et ça, effectivement, c'est ce que Leila Shaweshi appelle la vulnérabilité chimique. Donc la vulnérabilité chimique, c'est qu'en fait, on va repérer ces jeunes filles qui consomment beaucoup, et donc cette consommation les rend vulnérables, pour des raisons assez évidentes. Donc il y a cette vulnérabilité chimique qui est repérée, et puis après il y a aussi l'utilisation de différentes substances, cette fois-ci pour créer une dépendance et une soumission chimique. Et donc là on parle de soumission chimique, et ça passe par justement créer une addiction chez ces jeunes filles, et cette addiction va faciliter l'exploitation. Donc les deux vont de pair. Et après, alors des phénomènes qu'on observe, alors notamment au Royaume-Uni, en fait, on a des jeunes filles dont les conditions matérielles sont très 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 limitées. Et en fait, il y a de la servitude pour dette qui va se créer, mais sur l'échange d'un repas, enfin vraiment sur des échanges matériels très faibles. Et donc ça crée un rapport de dépendance, et donc du coup, elle doit payer sa dette par des services sexuels. Donc on voit que ce type se développe, et dans d'autres pays, finalement, contre des biens matériels, il peut y avoir comme ça des échanges sexuels. Et enfin, on le voit en Roumanie, en Bulgarie, notamment par rapport
aux communautés roms où il y a un dévoiement des pratiques autour du mariage, où le mariage va être utilisé comme une forme de recrutement pour l'exploitation sexuelle. Donc ça, c'est pas forcément nouveau, mais on va dire qu'il y a une banalisation de ces pratiques. Et à ce propos, voilà, je pense que c'est important de signaler que donc il y a une directive au sein de l'Union européenne, donc qui est valable pour tous les pays membres de l'Union européenne, qui maintenant explique que le mariage forcé est considéré comme de la traite des êtres humains, même s'il n'est pas dans un but d'asservir la personne pour l'exploiter, que ce soit domestiquement ou par rapport justement à une exploitation sexuelle, mendicité ou autre. Donc ça donne quand même un outil important, ce qui fait que sur les mariages forcés, ben voilà, des signalements parquets peuvent tout à fait être faits, puisque maintenant, ça doit avoir cette qualification de traite des êtres humains. Alors ensuite, on a fait un petit focus sur l'exploitation sexuelle des garçons. Mais comme je l'ai dit avant, les données disponibles et la recherche scientifique, en fait, est vraiment très, très limitée les concernant. Et il y a une faible identification de ces situations, notamment en raison de biais liés au genre. Donc, les professionnels ont plus de facilité à repérer l'exploitation sexuelle chez les filles que chez les garçons. Et pour les garçons, ça peut aussi être davantage encore compliqué de révéler les violences qu'ils ont subies, particulièrement quand ils appartiennent à des communautés religieuses ou culturelles qui stigmatisent ou condamnent l'homosexualité. Par contre, ce qu'on a pu observer en regardant les rapports associatifs ou avec les entretiens, c'est qu'il semble y avoir des spécificités de cette exploitation sexuelle des garçons. Donc, ça invite à développer la recherche sur ces questions-là, notamment donc au niveau des spécificités, c'est la question du recrutement. Ce que nous disait Jessica Edwards de l'association Bernardos au Royaume-Uni, c'est qu'au Royaume-Uni, ils observent beaucoup de jeunes qui sont recrutés pour de l'exploitation dans la contrainte à la commission de délit et qui sont ensuite exploités sexuellement. Donc, par exemple, ce qu'elle disait dans le verbatim que j'ai ajouté, c'est que en fait, ils peuvent être exploités sexuellement aussi par les autres et contraints à commettre des actes sexuels sur d'autres jeunes mineurs, encore une fois, pour les maintenir dans l'exploitation. Et au niveau des lieux d'exploitation, pareil, il semble qu'il y ait des spécificités. Donc, plutôt cette fois-ci dans des bars gays, des spas, donc ça dépend des pays, mais des cinémas pornographiques, des lieux publics. Et au niveau des nationalités aussi, on voit des spécificités. Donc, comme pour les filles, on retrouve de nombreuses victimes nationales. Mais par exemple, à Calais, on va retrouver plutôt des mineurs afghans. Et en Italie, les acteurs aussi ont pu nous parler de mineurs roumains et bulgares dans certains territoires spécifiques de l'Italie, notamment à Rome et à Naples. Donc ensuite, pour un peu schématiser ce qu'on observe dans l'organisation de l'exploitation sexuelle actuellement, ce qu'on observe, c'est deux dynamiques qui impactent le développement de l'exploitation sexuelle. C'est d'abord le lien avec la criminalité organisée, on va y revenir un petit peu plus longuement, et ensuite aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont on a déjà parlé. Au niveau de l'organisation, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt face à des petits réseaux locaux dans tous les pays avec lesquels on a échangé. C'est la plus grande forme d'exploitation sexuelle, même si, bien sûr, il y a aussi des réseaux beaucoup plus grands et organisés. Donc, c'est ce qu'on appelle en France le proxénétisme de proximité. En Belgique, ils parlent de bandes urbaines. En fait, c'est l'idée d'avoir un petit nombre de victimes et aussi un petit nombre d'auteurs de proxénétisme et des réseaux qui sont plutôt au niveau local.
Là-dessus, il y a une étude de Bénédicte Lavaux-Legendre, Cécile Plessard et Gaëlle Ancrenaz qui a été faite, qui parle de prostitution par plan. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une organisation et des rôles définis avec un patron, des prestataires, donc des prestataires recrutement de victimes, des prestataires logistiques, contrôle des victimes pour les maintenir dans l'exploitation, et donc la victime elle-même avec des organisations qui peuvent être plus ou moins importantes. Donc en Belgique, une étude qu'on a citée disait que la bande urbaine, elle est composée aussi de plusieurs membres, dont des jeunes filles et des garçons, qui recrutent des jeunes filles mineures par le biais de soirées et organisent petit à petit leur exploitation sexuelle en exerçant une emprise sur elles. La bande met en place un dispositif de gestion de photos, d'annonces, location d'appartements, visite de clients, séquestrant les jeunes filles. Donc, on voit qu'en Belgique comme en France, l'impact aussi des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui permettent d'organiser toute cette exploitation et d'organiser aussi la mobilité des victimes, puisque même si on est face à des réseaux locaux, on observe une grande mobilité des victimes d'une ville à l'autre en fonction des opportunités, notamment touristiques, ce que nous expliquaient les acteurs en Bulgarie et aussi en Roumanie, c'est qu'en fonction des saisons et des lieux touristiques, les jeunes filles sont déplacées, et ça complique aussi le travail des forces de l'ordre de déplacer régulièrement les victimes. C'est des victimes qui sont déplacées d'une ville à l'autre, mais aussi parfois d'un pays à l'autre. Donc là, c'est aussi intéressant de pouvoir travailler et se connaître entre acteurs, notamment de la protection de l'enfance, quand on n'est pas loin des frontières, parce que entre la France et la Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, il y avait pas mal, les acteurs ont pu nous témoigner de pas mal d'allers-retours entre les pays. Donc la deuxième dynamique, donc là c'est le bas du schéma, qui impacte l'organisation de l'exploitation, c'est donc le développement des technologies de l'information et de la communication. Donc les TIC ne sont pas la cause de l'expansion de l'exploitation sexuelle, mais c'est un outil qui facilite le développement, et l'impact de ces technologies a été démultiplié avec la pandémie du Covid-19, qui a obligé les réseaux à se réorganiser. Donc on est passé par exemple de ce qu'on appelait la prostitution de rue à une prostitution logée. Donc tout se passe maintenant dans des Airbnb, dans des hôtels ou parfois même au domicile des personnes. Donc on parle d'ubérisation de l'exploitation sexuelle, c'est-à-dire que, comme l'a dit Olivier, en fait, le client et le proxénète ou la mineure directement peuvent être mis en lien directement via des sites d'annonces en ligne ou via les réseaux sociaux. Et donc, c'est grâce à ces plateformes numériques qu'on peut maintenant réserver un créneau en quelques clics, comme on commanderait un service. Donc, ça rend l'exploitation plus rapide, plus discrète aussi, et donc difficile à tracer. Et cette dynamique, elle est d'autant plus préoccupante qu'il y a une absence de régulation stricte sur de nombreuses plateformes, et ce qui permet la diffusion d'annonces, comme l'a dit Olivier en introduction. Quand on parle d'annonces et de tout ça, c'est sur le clear web, donc accessible à tout le monde. Donc un contrôle des autorités très compliqué. Et donc, en fait, c'est ces logiques de consommation immédiate et d'anonymat qui sont propres à l'ubérisation qui renforcent la marchandisation des corps. Et donc, on voit que les réseaux sociaux et les sites internet sont utilisés dans toutes les phases de l'exploitation maintenant. Donc, du recrutement des mineurs via donc, ce que je disais tout à l'heure, Instagram, Snapchat par exemple, à l'organisation de l'exploitation via des sites internet jusqu'au maintien de l'emprise, et jusqu'à même lorsque la jeune est sortie et tente de sortir de l'exploitation, elle est rappelée continuellement par ces exploiteurs via, encore une fois, les messageries en ligne, par exemple.
Donc, il y a même des organisations beaucoup plus anciennes, et par exemple, quand on pense à la mafia nigériane, où les acteurs, notamment en Italie, nous disaient que maintenant, ce qu'on appelle les madames, n'ont parfois aucun contact physique avec les victimes. Elles peuvent être dans un autre pays et tout organiser, recruter et maintenir l'emprise à distance. Voilà pour ce qui est de l'impact et du développement des technologies de l'information et de la communication. Et donc ensuite, il y a aussi l'impact du lien avec la criminalité organisée. Oui, alors c'est le constat qu'on voit et qu'on voit aussi avec d'autres groupes vulnérables, c'est que de plus en plus, ce qu'on appelle le narcotrafic, donc les réseaux stupéfiants, vont donc utiliser des personnes. Alors, on l'a vu déjà avec les mineurs non accompagnés. Donc, certains mineurs non accompagnés ont été recrutés, si vous voulez, pour faire les guetteurs, pour faire les choux dans le trafic de stupes. Donc, on voit que de plus en plus, il y a une idée d'aller recruter des personnes vulnérables pour leur intérêt. C'est des phénomènes qu'on observe aussi en Suède sur le narcotrafic, avec des recrutements d'enfants de plus en plus jeunes, au Royaume-Uni avec ce qui s'appelle les county lines, donc des jeunes qui sont utilisés pour faire la mule. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie finalement d'étendre déjà les personnes qu'on va utiliser pour des trafics. Et dans le prolongement de cette stratégie, on voit que l'exploitation sexuelle commence à devenir une composante donc de ces réseaux de narcotrafic, avec parfois des doubles exploitations, c'est-à-dire que une jeune fille peut être utilisée pour transporter du produit, pour faire conditionner le produit une partie de la journée, et l'autre partie de la journée va être utilisée dans l'exploitation sexuelle. Il y a même eu effectivement quelques retours qu'on a eu pour des bons clients, donc de produits stupéfiants, le fait que pour les récompenser, on leur offrait des goodies, vous voyez, pour vraiment être dans un langage très marketing, qui était en fait une gamine qu'on leur proposait pour qu'ils puissent donc en profiter sexuellement. Donc on voit que de plus en plus le narcotrafic s'intéresse à l'exploitation sexuelle, que les frontières sont poreuses entre, d'un côté, ce qu'on appelle la contrainte à commettre des délits, donc le fait d'utiliser des personnes pour commettre des délits, notamment dans le trafic de stupéfiants, donc transport, etc., etc., et donc le fait d'exploiter sexuellement les personnes. Et ça, cette tendance, voilà, on va vraiment l'observer, notamment dans les pays qui vont être effectivement France, Belgique, Pays-Bas, et si on remonte comme ça jusqu'en Suède, Royaume-Uni. Donc, du coup, c'est une tendance quand même qui a surveillé de très près. Et donc, concernant les victimes, ce qu'on voit, c'est que l'impact du lien avec la criminalité organisée est important pour elles, donc avec des violences extrêmes, donc l'exploitation sexuelle, bien sûr, les violences sont importantes, mais là, on est face à des violences encore plus extrêmes. Donc, par exemple, des séquestrations, des jeunes qui peuvent être tabassées et laissées inconscientes dans la rue, mises dans des coffres de voitures, menacées avec des armes. Donc, vraiment l'idée de construire la terreur autour d'elles pour qu'elles soient maintenues dans l'exploitation et surtout qu'elles ne parlent pas. Donc, on l'a déjà dit, mais il y a aussi une technique de recrutement d'anciennes victimes pour aller recruter d'autres jeunes. Donc, elles peuvent passer de victimes à auteur de proxénétisme.
et être victime et auteur. Et aussi donc être doublement exploité dans la criminalité, dans la contrainte à la commission de délit. Et ces deux choses font que ça permet d'alimenter une stratégie des auteurs d'inversion de la culpabilité. Donc en fait, elles sont victimes d'exploitation sexuelle, mais on va leur dire que elles ont aussi commis des délits, elles ont aussi recruté d'autres jeunes, et donc elles peuvent pas dénoncer les faits qu'elles ont subis, les agressions et l'exploitation qu'elles subissent. Ce qui est d'autant plus compliqué aussi, c'est que les menaces de représailles sur la victime et sur les proches sont importantes et réelles. Donc là, par exemple, récemment, il y a eu pas mal d'articles dans la presse qui concernaient la DZ Mafia et des mères d'enfants victimes d'exploitation sexuelle qui expliquent être menacées par la DZ Mafia. Donc la question de la protection des victimes et de leurs proches se pose. Et donc toutes ces stratégies visent à silencier les victimes, encore une fois, les maintenir dans l'exploitation et les empêcher de parler, de dénoncer les réseaux qui les exploitent. Ensuite, pour terminer, la dernière question qui a animé cette étude, c'était de savoir quelles étaient les réponses à ce phénomène grandissant en Europe. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une attention médiatique importante actuellement sur ce phénomène en France, mais aussi dans d'autres pays, mais que la prise de conscience politique a été assez tardive, notamment en France, puisque c'est à partir vraiment de 2015 qu'on commence à s'intéresser à la question. Et l'attention politique et médiatique est assez inégale à travers l'Europe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Bulgarie et en Roumanie, par exemple, qui sont deux pays particulièrement confrontés à cette question, les évaluations du CARETA montrent que les moyens mis par les pays ne sont pas du tout proportionnés aux besoins en Roumanie et en Bulgarie. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi une attention politique plus importante concernant l'exploitation en ligne que d'autres formes d'exploitation. Donc il y a deux hypothèses qui peuvent être faites concernant cette attention politique plus importante. C'est d'abord le fait qu'il y a un lien avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font l'objet d'un vif intérêt actuellement, et aussi le fait que ces violences en ligne touchent l'ensemble de la population infantile et pas seulement un profil de victime en particulier qui présente des vulnérabilités. Donc, c'est une communication qui peut toucher l'ensemble des citoyens en Europe. Donc ensuite, quand on s'intéresse aux réponses qui sont apportées, quand on voit les vulnérabilités que présentent ces mineurs, on voit qu'un très grand nombre ont subi des violences sexuelles durant l'enfance et que globalement en Europe, il y a une prise en charge qui est soit mauvaise, soit absente de ces violences sexuelles sur mineurs. On est en train de faire le constat en France et aussi dans d'autres pays de l'ampleur du phénomène. Donc en France, il y a quelques semaines, une étude de l'Union pour l'enfance qui a montré que près d'un enfant sur deux à l'aide sociale en France a été victime de violences sexuelles. Donc il y avait aussi avant la Civis qui a montré que 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Et au Royaume-Uni, ils ont aussi mené un état des lieux assez récemment qui montrait que 500 000 mineurs étaient victimes chaque année de violences sexuelles au Royaume-Uni. Donc on voit que c'est un phénomène d'ampleur, mais qu'aujourd'hui, il y a peu de solutions encore d'accompagnement spécialisé qui sont développées et qui peuvent répondre à ces mineurs. Ensuite, les acteurs avec lesquels on a échangé, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ont une approche très centrée aussi sur l'accompagnement des victimes, mais de leur entourage. Donc la plupart des victimes qu'ils accompagnent sont encore en famille. Donc par la formation aussi des professionnels, ça permet d'intervenir auprès des familles
et en prévention et aussi en amont, avant que les victimes soient particulièrement ancrées, repérées dans l'exploitation sexuelle, et que là, du coup, effectivement, un éloignement soit indispensable pour permettre une sortie d'exploitation. L'accompagnement de l'entourage est pensé de manière globale. Donc, il y a un accompagnement thérapeutique qui est proposé à la victime et aussi à sa famille, un accompagnement juridique, et ça s'accompagne aussi d'une protection de la police. Donc là, j'ai mis une verbatim d'une association aux Pays-Bas qui donc explique que aux Pays-Bas, les familles peuvent aussi avoir ce qu'ils appellent un bouton d'alerte, donc un peu ce qui existe pour les femmes victimes de violences en France, et qui permet d'avoir une intervention policière beaucoup plus rapide dès qu'on déclenche le bouton d'alerte. C'est aussi un accompagnement aux familles qui est proposé lorsque les jeunes sont confiés, placés dans une structure de protection de l'enfance, pour pouvoir préparer le retour en famille, puisqu'il y a tout un travail qui est fait avec la mineure pendant son accompagnement dans la structure, de conscientisation de son statut de victime, de travail sur son parcours, sur plein de choses. Et donc, ce travail doit aussi être fait auprès de la famille pour qu'un retour en famille puisse être possible et se fasse dans les meilleures conditions. Donc ensuite, ce que les associations, les acteurs avec lesquels on a échangé défendent, c'est le fait qu'il faille développer un accompagnement spécialisé qui soit multidimensionnel et multipartenarial. Ils ont beaucoup mis en avant l'importance du soin. Donc en Royaume-Uni, avec ce que je disais tout à l'heure, l'accès à des soins thérapeutiques spécialisés. L'association aussi aux Pays-Bas avec laquelle on a échangé a plusieurs structures spécialisées pour mineurs victimes de violences sexuelles. Et donc, ils ont, en fonction du profil des mineurs, une structure avec un groupe un peu ce qu'ils ont appelé plus normal, et un groupe avec des mineurs qui présentent une double vulnérabilité, donc exploités sexuellement, mais qui présentent aussi des troubles psychiatriques et qui ont besoin de soins thérapeutiques encore plus importants que les autres. Et sur cette structure, donc c'est une prise en charge de 8-9 mois avec donc une équipe éducative, mais aussi une place aux soins importante avec des psychologues et des psychiatres qui sont en permanence en appui de l'équipe éducative. Donc, ils ont mené une évaluation récemment sur leur structure, et l'évaluation de ces structures montrait qu'il y avait besoin d'une bonne évaluation des situations avant l'orientation, et notamment des besoins des mineurs pour une prise en charge la plus efficiente possible, et une prise en charge qui doit aussi se penser sur du long terme pour éviter la réexploitation, la revictimisation. Donc, c'est des structures qui sont aussi pensées en termes de sécurité. Donc, par exemple, la personne avec qui j'ai échangé m'expliquait que il y a une sécurisation avec des caméras. Ils sont très proches du commissariat local, ce qui permet aussi d'éviter les risques de récupération et de personnes qui viendraient sur la structure. L'évaluation aussi montrait donc l'impact de l'accompagnement sur les victimes. Et ce qu'ils observaient, c'est effectivement une baisse des violences hétéro et auto-agressives, une amélioration de la sécurité émotionnelle des jeunes. Mais par contre, dans le laps de temps où elles étaient prises en charge, il n'y avait pas une observation d'amélioration significative sur leurs plaintes liées au traumatisme, à la question de leur attachement insécure et leur qualité de vie. Et donc ça, il posait deux hypothèses. C'est d'abord le fait qu'on on est face à des mineurs qui ont un parcours de violence particulièrement important et long durant l'enfance. Donc c'est pas en quelques mois qu'on va pouvoir avoir une amélioration significative, notamment des plaintes liées au traumatisme. Et aussi qu'on était face à des mineurs qui présentent des traumas complexes. Et la clinique montre qu'il y a d'abord une augmentation des plaintes liées au traumatisme avant ensuite de diminuer. Donc ça peut expliquer le fait qu'il
n'y a pas d'amélioration dans ce laps de temps. Ensuite, le deuxième point que les acteurs, et notamment les Pays-Bas, défendaient beaucoup, c'est le travail partenarial, et particulièrement avec la police. Donc, ils nous expliquaient que pour eux, la police était vraiment un partenaire, même si parfois ils n'étaient pas d'accord sur un certain nombre de points. Ils avaient travaillé à former les policiers pour avoir une approche similaire à la leur, notamment quand je parlais tout à l'heure de terminologie et de parler d'exploitation sexuelle et de les voir comme des victimes. Ça, il y a eu tout un travail de formation des policiers là-dessus pour avoir une approche qui n'est pas culpabilisante et pas stigmatisante quand les victimes sont auditionnées, par exemple. Et donc, ils nous expliquaient que vraiment, ils ont construit ce partenariat. Et donc, là, dans la verbatim que j'ai mise dans le diapo, ils me disaient, pour illustrer le fait que c'était de vrais partenaires, ils faisaient même des barbecues ensemble. Donc, ils essaient de travailler main dans la main, même si, bien sûr, ils disaient que la police, leur objectif, c'est d'arrêter les auteurs et que eux, c'est de protéger les victimes. Donc, parfois, ça peut amener à des difficultés, mais ils essaient de les dépasser, notamment par la formation. Au Royaume-Uni aussi, donc là, la personne avec qui j'ai échangé m'expliquait qu'ils ont ce qu'ils appellent des safeguarding plans, donc des plans de protection au niveau local avec tous les acteurs, donc éducation nationale, protection de l'enfance, mais aussi police, qui se réunissent pour construire ensemble un plan de protection de la mineure et donc qui englobe toutes les parties et tous ses besoins. Donc pour finir, les acteurs aussi ont mis en avant le fait qu'il y avait encore aujourd'hui très peu d'auteurs condamnés, donc d'auteurs de proxénétisme, mais aussi d'auteurs de recours à la prostitution de mineurs, peu importe les pays. Donc c'est le fait qu'il y ait très peu de victimes qui soient identifiées par la police, mais aussi qu'il y ait très peu de victimes qui portent plainte. Notamment, je l'ai dit tout à l'heure, mais beaucoup ont été victimes de violences sexuelles durant l'enfance, des violences sexuelles parfois qu'elles ont dénoncées et pour lesquelles elles n'ont pas été reconnues comme victimes de violences. Ça a beaucoup entaché la confiance qu'elles ont dans les institutions. Et donc, avec elles sont pas enclines à aller déposer plainte. Il y a aussi le temps long de la justice. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, l'association m'expliquait que ils ont accompagné des jeunes qui ont dû attendre 5 ans avant de pouvoir avoir leur procès. Et donc, ça complique aussi leur accompagnement et leur reconstruction, puisqu'elles ont dû attendre 5 ans. Donc, au Royaume-Uni, ils sont en train actuellement de travailler à des évolutions législatives pour supprimer, parce que ça aussi c'est un frein à la condamnation des auteurs de recours à la prostitution de mineurs, c'est le fait que bien souvent ces auteurs disent je savais pas que la victime était mineure en fait. Donc il y a un certain nombre de pays qui réfléchissent à faire évoluer la législation pour ne pas être face à ces freins pour les condamnations. Donc, au Royaume-Uni, ils sont en train de réfléchir à supprimer le fait que il faille prouver que la personne savait bien que la victime était mineure. Et aux Pays-Bas, où la prostitution est légale, c'est la personne qui a recours à la prostitution qui doit s'assurer que la personne n'est pas victime de traite et donc n'est pas mineure, puisque tout mineur en prostitution est victime de traite des êtres humains aux Pays-Bas. Il y a un projet aux Pays-Bas de relever l'âge à 21 ans de la légalisation de la prostitution parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que c'était particulièrement compliqué pour des mineurs qui passaient à l'âge de la majorité. Et donc,
C'est déjà le cas dans certains territoires aux Pays-Bas et ils sont en train de réfléchir à le faire de manière globale dans tout le pays. En France, ce à quoi on pourrait réfléchir, c'est le fait qu'il y a eu récemment avec la loi Billon une évolution de la définition du viol et de l'agression sexuelle qui a instauré un seuil de consentement sexuel à 15 ans. Donc la contrainte est caractérisée par l'abus de vulnérabilité et le fait que la victime ne dispose pas de discernement nécessaire pour ses actes. Il y a une clause qui a été ajoutée, notamment pas notamment, il y a une clause qui a été ajoutée quand on est face à une relation sexuelle incestueuse. Le seuil de consentement a été relevé à 18 ans. Donc on peut imaginer ajouter une nouvelle clause si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, et donc de faire rentrer toute relation sexuelle dans le cadre de la prostitution, avec un mineur, comme un viol ou une agression sexuelle en fonction de la nature de l'acte sexuel. Et c'est quelque chose qui pourrait aussi être adopté sur différentes législations. Donc, pour rappel des quelques bonnes pratiques, on a parlé du changement de terminologie et d'arrêter d'utiliser le terme de prostitution quand on parle de mineurs, mais bien d'exploitation sexuelle pour mettre en avant le fait qu'elles soient victimes. Améliorer le recensement des situations qui permettra ensuite de construire des politiques publiques qui soient proportionnelles et avec le phénomène. Systématiser le repérage de situations d'exploitation sexuelle, donc par exemple lors des évaluations du mineur en danger, et de développer la coopération entre acteurs européens au niveau de la police, mais aussi de la justice et de la protection de l'enfance. Voilà pour les résultats de l'étude.